Patrick Jardin, bonjour. Merci d'avoir répondu malgré les circonstances, malgré le moment à notre invitation, parce qu'on veut savoir ce qu'il peut y avoir dans la tête, dans le cœur, dans les émotions d'un père dont la fille, Nathalie, a été horriblement assassinée au Bataclan. Donc vous êtes présent au procès, et la première question que j'ai envie de vous poser, d'abord et avant tout, c'est que vous vous présentiez. Qui êtes-vous? Mais avant, je veux dire que vous avez tous les droits du chagrin, tous les droits du malheur, et que quiconque n'a pas votre chagrin, quiconque n'a pas votre malheur, quoi que vous disiez, et parfois je sais que vous paraissez excessif, vous avez le droit. Parce que vous avez ce que les autres n'ont pas, le droit du malheur, le droit de la souffrance. Merci alors de bien vouloir nous dire qui vous êtes et qui était surtout, parce qu'il faut qu'on pense à elle. C'est une forme de prière, hein, laïque. On peut prier autrement, bien sûr, on a le droit, absolument. Mais c'est la prière de mémoire, hein, c'est le moment où on évoque quelqu'un qu'on a aimé. Alors, qui était votre fille Nathalie que vous pleurez? Alors, moi, j'étais un petit entrepreneur de la location de voitures. J'ai vendu maintenant mon entreprise. J'avais 2 enfants, j'avais Nathalie et Loïc. J'ai eu le malheur de perdre mon épouse en 2004 d'un cancer. Et ma fille, elle, était une fille qui était relativement brillante. Je dis pas ça parce que c'est ma fille, mais elle a toujours eu ses examens, bac avec mention, bac S avec mention, sans trop, pas dans les premières, mais toujours dans la moyenne, et toujours elle réussissait ses examens. Et à la suite de ça, elle a fait l'école française d'attaché de presse pendant 4 ans, puis un doctorat de communication à l'ESC de Lille. Et elle a été travailler en stage pour un groupe local qui s'appelait Marcel et son orchestre. Et un jour, elle est revenue, elle m'a dit, papa, tu sais, tout ça c'est bien gentil, mais moi j'ai envie de rester dans le monde du spectacle, dans le monde de la musique. Alors, je vais passer un diplôme d'ingénieur de lumière. Donc, elle a fait une école sur Paris, elle a passé son diplôme d'ingénieur lumière, qu'elle a eu brillamment d'ailleurs. Et elle a reçu des offres d'emploi, et dans ces offres d'emploi, je me souviens qu'elle me les a montrées et que je lui ai dit, écoute, le Bataclan, c'est très connu, donc si j'ai un conseil à te donner, va au Bataclan, ça fera bien sur ton CV, tu auras travaillé dans une salle très connue. Cela dit, je regrette encore ces paroles, je peux vous le dire, parce que jamais je pensais qu'un jour ça puisse arriver, et que même le Bataclan était menacé depuis de très nombreuses années. Elle avait quel âge le jour de sa mort? 31 ans. Pardon? Elle avait 31 ans. Elle avait 31 ans. Vous devez quelque part, inconsciemment ou consciemment, j'en sais rien, à tort, vous dire que vous n'auriez jamais dû lui parler du Bataclan. Absolument. Bien absolument. Mais c'est le grand regret que j'ai, mais bon, à l'époque, si vous voulez, j'ai pas pensé me renseigner sur cette salle de spectacle. Si j'avais su qu'elle était menacée comme elle l'était, jamais je lui aurais dit d'aller là-bas, jamais. Mais vous ne pouviez pas savoir, donc vous n'avez aucune raison. Je pouvais pas savoir, sauf que c'était assez connu. Hein. Maintenant, je m'en rends compte. Les gens le savaient tous que cette salle avait été menacée. Hein. Donc, oui, mais bon, de là à imaginer vous comprenez, de là à imaginer la soudaineté de ce carnage, de cette horreur, c'était inconcevable et impossible. Impossible. Et apparemment, il y a que les services de police qui l'ignoraient, que cette salle était... Oui, mais ça, on va y venir. Alors donc vous êtes, vous êtes, faut le dire, hein, je m'excuse, hein, monsieur Jardin, Patrick, hein, je vais vous appeler Patrick si vous permettez, hein, je m'excuse Patrick, mais vous êtes un peu le mal-aimé médiatique des parents de victimes, hein. Vous êtes l'infréquentable des parents de victimes, hein. Paradoxe incroyable, vous êtes même fiché S maintenant. Oui.
en raison des déclarations que vous avez pu faire, hein, vous, père d'une victime, vous voilà, fiché S. C'était sous quel ministre de l'Intérieur que vous avez été fiché? Écoutez, je ne me souviens plus. C'était au moment de l'attentat de Brenton Tarrant en Afrique du Sud, où il a abattu 49 islamistes. Et j'ai déclaré sur France Soir que j'étais qu'à moitié satisfait parce que au Bataclan, il y en avait eu 98. Oui, c'est un peu excessif, bien sûr. Bon, en fait, c'est quand même pas une raison pour ne pas tenir compte de ce que le malheur peut faire dans la communication des mots. Je veux dire que moi, j'ai toujours dit quand je plaidais pour une victime, hein, et Dieu sait que j'en ai défendu des victimes, qu'elles avaient quand même un droit à l'excès qui était le droit du malheur. Bon, ça donne pas le droit de tout faire, hein, loin de là, bien évidemment, loin de là. Moi, je suis un légaliste. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? Vous avez assisté à la première audience, je suppose. Oui, tout à fait. Et puis déjà, je me suis fait remarquer parce que à un moment donné, Abdeslam s'est plaint de ses conditions de détention. Oui, oui. Et au fond de la salle, alors que mon avocat, lui, était au premier rang, j'ai crié que il avait tué 130 personnes, il fallait qu'il réfléchisse avant de ses conditions de détention, d'autant qu'il n'était pas primo-délinquant. Et bon, ça a été entendu, puisque mon avocat m'a dit, je ne me suis même pas retourné, j'étais sûr que c'était vous qui avez fait cette observation. Oui, bien sûr, mais vous savez, il faut vous attendre à de la provocation permanente, hein. Oui, mais si vous voulez. Non, mais cet individu, moi, j'ai même pas envie de prononcer son nom. Hein, cet individu, dès le début de l'audience, a montré, ne serait-ce que dans la manière dont il a répondu au président, qu'il allait être dans la provocation. Donc, ne lui faites pas l'honneur de lui répondre. Il mérite pas votre indignation. Il ne mérite pas votre indignation. Vous voyez ce que je veux dire? On a mal à entendre. Je m'étais déjà ouvert de ça avec votre confrère Berton, qui à l'époque défendait cet individu, qui lui aussi avait fait un courrier pour se plaindre des conditions de détention de son client. Moi, j'ai pris la prison à vie à cause de son oui, client. bien sûr, mais l'avocat fait son travail. Vous savez, il m'est arrivé de défendre des criminels et les victimes me détestaient. Ce n'était qu'après ma plaidoirie que les victimes venaient me voir pour me dire vous avez été très humain dans tout ce que vous avez dit. C'est souvent l'avocat de l'accusé peut faire du bien aux victimes s'il sait trouver les mots de respect pour les victimes. En ce qui concerne cet individu, j'ai pas l'envie du tout d'être humain avec lui. Bien sûr, mais vous avez une souffrance qui se comprend et qui est d'autant plus forte que j'ai pu entendre quand même que vous vous reprochez d'avoir dit le mot Bataclan à votre fille, c'est ça, hein? Absolument. Ah voilà, ça c'est. Et pourtant vous n'avez pas de reproches à vous faire. Vous n'en avez pas. Ceux qui ont des reproches à se faire, ce sont on pourrait reprendre le titre de Charlie Hebdo, hein. Ce sont comme dit Charlie Hebdo, qui ont commis cette horreur, hein. Alors cette première journée, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Quelle a été votre impression? En général, la première journée d'audience, je parle d'expérience, elle est un peu atone, hein, un peu lente, hein, chacun, hein. Bon, il faut quand même avouer que c'est super bien organisé. Je m'attendais à faire des heures et des heures de queue pour rentrer dans le palais. Pas du tout. Ça a été vraiment très bien organisé. Oui, je pense, à travers des réactions du président du tribunal, bien que je sois pas un professionnel du droit, bien au contraire, mais je pense qu'on est tombé enfin sur quelqu'un qui est très professionnel. Je crois que vous avez affaire à un très très bon président, un très très bon. Il a été en place à Marseille. Je sais pas, mais je crois que c'est le fils d'un magistrat. J'ai bien connu son père. Si c'est le fils de ce magistrat dont je parle, son père était un homme d'une humanité incroyable. Du reste, il s'était occupé de l'affaire Dominici, vous voyez, le père. Vous voyez, bon. Mais je crois que c'est son fils, parce que moi je l'ai connu à Marseille, et il me semble bien qu'il y avait un lien. Et
c'est un magistrat d'une grande humanité, intelligent, et surtout qui a de l'humour, Et ça peut aider par moments, ça peut aider. Et il est capable d'écouter, vous voyez. Bon, donc là, vous avez affaire à un bon président. Ils sont pas tous bons, hein. Ils sont pas tous bons. Oh là là, loin s'en fout, hein. J'ai assisté au procès de Ben Daoud, en première instance, et Madame Després, qui a relaxé cet horrible individu aussi, elle a été particulièrement mauvaise, hein. Oui, il y en a, oui, c'est vrai. Il y en a. Donc, cette première journée d'audience, bon, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Comme vous disiez tout à l'heure, déjà, ce type est dans la provoque. Bon, au travers du nombre de journalistes qui sont là, ce sera couvert évidemment dans le monde entier. Moi personnellement, j'en tire pas grand-chose puisqu'on a passé notre temps à écouter le président qui faisait l'appel de tous les avocats qui avaient des parties civiles. Et voilà, c'est ça, voilà, oui. Donc c'est un côté administratif qui est vraiment rébarbatif et j'estime qu'à la limite, il aurait pu se passer de ça devant les parties civiles, par exemple, qui soient obligés de le faire devant les accusés. Oui, pourquoi pas, mais nous, on a rien à faire là, quoi. Oui, c'est très pénible. Alors, oui, mais il faut également que les parties civiles se reconstituent, donc ça je l'entends, hein, mais c'est un côté administratif. Je trouve qu'on n'avait pas besoin de nous imposer parce que même s'il est obligatoire pour le bon suivi de l'affaire, je pense qu'on pouvait s'en passer, nous, les parties civiles, parce que ça nous apporte rien, quoi, en fait. Est-ce que vous allez être présent pendant toutes les audiences ou parce que ça va durer quand même durer 9 mois, je crois, donc ça va être très très long. Au maximum, mais je vais me ménager aussi des périodes de repos parce que je peux vous dire que moralement c'est fatigant, quoi. Vous savez, je peux me permettre de vous dire quelque chose de fraternel. Abdeslam. Oui. Il vous a fait le plus grand mal qu'il pouvait vous faire. Bien sûr. Les complices vous ont fait le plus grand mal qu'ils pouvaient vous faire. Absolument. Vous imaginez que dans leur comportement, ils essaieront de vous faire du bien à l'audience? Non. Bon, alors, voilà. À partir de là, ne les autorisez pas par leurs excès à entrer dans vos émotions. Voilà. Qu'elle soit une forteresse de dignité. Ne les laissez pas entrer. Ils vont vous abîmer, non, je crois, vous voyez. En revanche, quand le président vous interrogera, vous direz ce que vous avez à dire, hein. Ça, comptez sur moi. Vous direz ce que vous avez à dire. Oui, finalement, vous n'attendez strictement rien de ce procès, quoi. Vous savez que, comme moi, qu'ils prendront de toute façon les peines maximum, parce que j'imagine pas le tribunal leur donner des peines légères. Non. Donc, je pense qu'ils prendront le maximum, c'est-à-dire perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans minimum. Bon, alors après, il y en a qui prendront un peu moins parce qu'ils ont participé un peu moins. Mais ça, bon. Aux questions indemnité, d'abord, j'attends rien. J'en ai heureusement pas besoin, mais de toute façon, ils ont pas un rond, donc faut rien attendre. La seule chose que je puisse faire et attendre, c'est lorsque je vais parler devant la cour et devant le président, c'est lui dire dans quel contexte cet attentat a pu avoir lieu et que j'aurais aimé que dans le box des accusés figurent messieurs Valls, Le Drian, Cazeneuve et Hollande. Parce que, vous savez, moi, j'ai écrit un livre. Pour écrire ce livre, j'ai fait un travail d'enquête. Oui, je l'ai lu, le livre, il est remarquable, du reste. Il est effectivement, il est très, très détaillé, très analytique, oui. Mais ce que vous dites, beaucoup d'observateurs l'ont dit. Nous n'étions absolument pas préparés. François Hollande n'avait pas pris la mesure. Pas préparé, c'est une chose. Mais aussi incompétent et aussi léger dans le déroulé de l'action,
ça s'assimile à à de la complicité. Oui, oui, on a été. Mais non, mais je crois. Enfin, il y a plusieurs documentaires qui ont été diffusés qui le montrent parfaitement. Parfaitement, malgré la menace, malgré le danger, il n'y a eu aucune adaptation à la réalité de la situation. Aucune. Et François Hollande va venir faire son numéro à l'audience, que ça n'apportera rien, encore une fois de plus, hein, ça n'apportera rien. François Hollande comme Valls sont des professionnels de la politique. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai interpellé Valls le dimanche qui a suivi ces attentats sur le quai de la gare du Nord. Bon, il m'a dit, je vous mets entre les mains de mon meilleur conseiller. Et puis il a tourné les talons. La seule chose qui l'importait, c'est que je fasse pas de scandale devant les caméras. Bien sûr. Il a même pas eu la correction ni l'amabilité de me passer un coup de fil dans les jours qui suivaient en me disant, vous savez, Monsieur Jardin, j'ai appris que votre fille était décédée. Comment allez-vous? Rien, rien. Donc il faut rien attendre de ces gens-là. Ouais. La seule chose qui les intéresse, c'est leur élection. Ouais. Monsieur Jardin, je ne sais que vous dire, on voudrait pouvoir partager un peu le fardeau avec vous, mais ça fait partie des faiblesses humaines. On a du mal à y parvenir. Si on peut vous aider. Bon, je sais qu'il y a eu une commission d'enquête, présidée par Georges Fenech, qui a fait du bon boulot, je crois. Hein. Cette commission d'enquête, elle a mis en évidence tous les ratages, tous les manquements. Mais tout ça ne sert strictement à rien. Vous avez raison. Je vais vous laisser parce que je sais que vous devez retourner bientôt à l'audience. Hein. On essaiera, si vous le voulez, de se reparler pour faire un peu le point. Avec plaisir. Après que vous aurez fait votre déposition. Hein. Et n'oubliez pas, si je peux me permettre, hein, là c'est l'avocat qui vous parle. Ces accusés ne sont pas là pour vous faire du bien. Alors ne laissez pas les provocations entrer en vous. Votre fille, elle est dans une autre dimension. Oui, mais... Vous êtes croyant, monsieur Jardin? Je suis croyant, mais malheureusement plus trop pratiquant. Oui. Elle est dans une autre dimension. Oui. Elle me manque beaucoup. Qui pourrait ne pas le comprendre? Et comme sont salauds ceux qui vous jugent. Elle est invisible, elle n'est pas absente. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote, si vous permettez. Quand cet attentat est arrivé, j'ai voulu créer une association des victimes. Mais quelqu'un m'a devancé et je trouvais que c'était très bien. Donc, j'ai remis mon projet dans ma poche, comme on dit. Et je suis allé rencontrer ce type qui s'appelait Monsieur Georges Saline. Je l'ai rencontré à Paris, sur son lieu de travail. Ce monsieur travaillait dans une fondation. Il était médecin dans une fondation, assimilé fonctionnaire, donc. Et au bout d'une demi-heure, je me suis levé, je dis, monsieur, on n'a qu'un point en commun, c'est que vous avez perdu votre fille, et moi j'ai perdu la mienne. Mais pendant une demi-heure, il m'a fait l'apologie de la maman de Mohamed Merah. Ce monsieur, en plus, depuis, a écrit un bouquin avec le père de l'assassin de sa fille, le père de Sani Animour. Je suis désolé, mais bon, il a fait ce qu'il a voulu, mais on n'est pas fait du même bois, je peux pas. Pour moi, je ne pourrais pas. Je sais que ma fille, si elle me voit de là-haut, elle me dirait, mais papa, attends, tu déconnes complètement, là, qu'est-ce qui se passe? Et je peux pas faire ça. Écoutez, monsieur, vous êtes un homme libre. Oui. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Et les droits du chagrin, les droits du malheur, les droits de la peine, les droits de cette solitude inconcevable dans laquelle se retrouvent les victimes et que nul qui ne l'a connue ne peut partager, vous donne beaucoup, beaucoup de droits. En tout cas, vous avez tout mon respect et toute ma fraternité, si je peux me permettre. Voilà. Bon courage, tenez bon, et on va se revoir après que vous aurez déposé. Hein. Avec plaisir. Allez, tenez bon et surtout ne vous laissez pas atteindre par tout ce qu'ils pourront dire. Restez calme, serein. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.